Bonjour, donc je m'appelle Nicole Lompré, je suis ingénieure de recherche au CNRS à l'UMR Passage et je suis psychologue ergonome. Voilà, donc je suis intéressée par l'accessibilité et les critères ergonomiques depuis ma thèse en 1982. Donc ça fait très longtemps que je travaille dans le domaine. Et c'est vrai que depuis la loi handicap 2005, je me suis un peu intéressée par les critères accessibilité. Je vais vous faire un petit exposé en 4 parties. Donc, je vais rappeler le contexte du handicap aujourd'hui dans le monde et les textes législatifs autour. L'évolution des critères accessibilité WCAG 2.1. Donc, j'ai eu une très bonne introduction au départ, donc ça ira bien. Et puis, se poser la question comment faciliter les usages et quelles sont les appropriations aujourd'hui que l'on voit dans la société. Donc on rappelle que, alors tout, je vous laisserai mon PowerPoint, je vais aller un peu vite parce que j'ai quand même cité beaucoup de choses et vous pourrez retrouver les textes en cliquant simplement sur les images ou en ayant le lien en dessous. Donc en fait le handicap ça concerne 1 milliard de personnes dans le monde. Et toutes les personnes, on constate, d'après le rapport mondial sur le handicap, qu'on a une santé plus médiocre, des résultats scolaires inférieurs, des perspectives économiques et des taux de pauvreté plus élevés que les personnes non handicapées. Donc on pense que c'est dû en grande partie à un manque de services qui sont disponibles et aux nombreux obstacles qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne. Donc c'est important de faire des efforts et l'ensemble des organismes sont mobilisés pour améliorer la société. Donc l'ONU Enable a signé une convention relative aux droits des personnes handicapées et aujourd'hui il y a plus de 177 pays qui l'ont signé et qui veulent s'engager justement pour l'amélioration. En France, 12 millions de personnes sont concernées. Donc ça correspond à peu près à 15% de la population. Et en plus, on sait que le vieillissement de la population est très important. Et en 2050, un tiers des Français auront plus de 60 ans. Ce qui fait qu'il va falloir quand même, et on ne pourra pas mettre tout le monde dans des EHPAD, donc il va falloir quand même réfléchir sur l'amélioration de notre mobilité. Voilà. Donc l'Europe a une politique européenne en faveur des personnes handicapées. On considère qu'il y a 80 millions de personnes handicapées au sein de l'Union européenne, et en 2020, on sera 120 millions. Voilà, donc ce qu'on peut rappeler, c'est la directive européenne accessibilité en 2016 qui va faire basculer les choses de façon importante, bien que historiquement ce problème est pris en compte depuis 1975 et même après-guerre en fait, 1945. Hein. Voilà, donc le point de départ c'est la loi handicap 2005 en France, 30 ans après la loi de 1975. L'article 47 concerne les services de communication publique. Et ces services doivent être accessibles aux personnes handicapées. Alors ensuite, suite à la directive 2016 de l'Europe, qui a imposé en fait de prendre en compte l'accessibilité. Donc en fait, le président Macron a sorti la loi qui s'appelle la loi du 5 septembre 2018, qui s'appelle la liberté de choisir son avenir professionnel. Et dans cette loi, vous avez l'article 80 qui essaye de favoriser l'entreprise inclusive, parce qu'en fait, c'est pour surtout l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Et donc, il va falloir favoriser l'entreprise inclusive et l'accessibilité. Et donc, on a maintenant une obligation en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les logiciels et le mobilier urbain numérique, de mettre en œuvre l'accessibilité dans la mesure où cela ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. Voilà.
Et d'autre part, il va y avoir une sanction administrative et, dont le montant ne pourra pas excéder 25 000 €, mais par rapport à l'article, au décret 2009, on avait 5 000 €. Et donc là, on est passé sur des sanctions plus importantes, donc ça va être plus lourd. Voilà, donc je passe vite puisque l'évolution des critères accessibilité, c'est voilà, le web c'est 1990, j'ai vu ton historique 1991, voilà, et ensuite une évolution des critères jusqu'à arriver jusqu'en 2021 sur une nouvelle directive d'accessibilité en suivant une méthodologie de conception fondée sur la recherche et centrée utilisateur. Donc il y a eu tout un groupe de projets qui a travaillé sur les nouveaux critères. Donc aujourd'hui, on applique les critères les CAC 2.1 qui sont sortis en 2018, avec, on peut le remarquer, une rénovation de leur site web, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité à se promener sur le site. Et aussi, je dirais, vous voyez ici You, c'est-à-dire une personnalisation en fonction de vos besoins. C'est-à-dire, si vous êtes développeur, et bien vous allez lire plutôt comme ça, donc un parcours, en fait, la notion de parcours pour pouvoir relire les normes correctement. Donc, vous les avez vus tout à l'heure aussi sur le site de Mokhtar. Donc, les 17 critères qui vont s'ajouter aux 61 critères précédents. Et donc, on a donc aujourd'hui... Alors, si vous voulez faire une présentation, c'est une petite vidéo que je vous ai mise, qui est sortie à Paris Web en octobre 2018 et qui vous présente une revue rapide et une digestion lente, toujours des critères, avec humour. Voilà, donc en France, ces CAG, elles ont été traduites par le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, ce qu'on appelle le RG2A ou le RGAA. Et bon, il avait déjà pris beaucoup de retard puisqu'il était sorti en 2004 et puis maintenant il est ressorti en 2017, pardon. En 2004, oui, 2004, etc. Il y avait 3 versions, on est à la version 3. En général, c'est une copie conforme du WCAG, donc c'est assez agréable quand même à lire, parce qu'après, vous avez une réorganisation en fonction des critères, en fait, en fonction des problèmes que vous avez, si vous avez un formulaire, etc. C'est-à-dire, en gros, le RG2A, il a été réalisé par les personnes de AccessiWeb, il a été mis à jour par les personnes de AccessiWeb et on a une certaine similarité. Mais personnellement, je préfère toujours me référer aux CAG parce qu'elles évoluent avec un consortium énorme et en France, c'est beaucoup plus difficile d'avancer au même rythme. Voilà. Néanmoins, le RGAA comme AccessiWeb sont en fait des supports plus ou moins pédagogiques pour nous permettre de mieux comprendre les normes. Donc, on applique les logos de conformance en fonction des 3 systèmes. Soit vous passez par le CAG, soit vous passez par le RGAA, et soit vous passez par AccessiWeb. Et vous pouvez appliquer les logos, sachant que les logos AccessiWeb sont payants et que le CAG sont justement à faire de façon libre et gratuite. Ensuite, vous avez l'article 80 que j'ai cité dans la loi pour le choix, l'avenir professionnel, va vous obliger de faire une déclaration d'accessibilité. Donc, il faudra prendre en compte, et la déclaration d'accessibilité, elle est proposée sur le site du W3C. Et ce qu'on peut savoir, c'est, si vous regardez un peu le groupe de travail Silver, donc AG, ils sont en train de mettre en place une façon un peu plus agréable de pouvoir lire les normes. Donc je pense alors ça peut, je ne sais pas, 2.3, 2.4, 3.0, voilà. Donc quelles sont les appropriations qu'on peut avoir sur tous ces critères d'accessibilité? Eh bien, je vais prendre le plan qui est proposé sur le ministère de l'écologie solidaire.
qui en fait rassemble la plupart des documents sur l'accessibilité. Il les rassemble sous 4 chapitres. Un chapitre qui s'appelle Lire les publications, dire à travers les colloques, les présentations, les actes, faire, c'est-à-dire ils sont en train de rassembler les recueils de bonnes pratiques et les initiatives, et puis faire des prix et des labels qui contribuent à récompenser les belles initiatives. Donc j'ai pris en fait ce plan pour voir un petit peu quelles étaient les appropriations. Donc lire, déjà vous avez tous les documents qui sont fournis par la délégation ministérielle à l'accessibilité, donc pour bien accueillir les personnes handicapées. Je vous ai donné 2 exemples. Vous avez aussi les livres de l'INPES, c'est l'Institut pour la santé, l'éducation à la santé. Donc, alors ils sont très bien faits, hein, je vous ai mis des livres très intéressants. Informer les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes aveugles et malvoyantes. Récemment, le document qui s'appelle Communiquer pour tous, qui date de 2018, qui est assez surprenant néanmoins, mais qui vous donne en fait quelques recommandations sur comment concevoir. Alors, ce n'est pas du CAG 2.1, mais c'est quand même des recommandations pratiques pour écrire et communiquer. Ensuite, vous avez tous les guides du ministère de la Culture, donc, qui sont extrêmement intéressants et qui ont été réalisés à partir des années 2007. Et ils viennent de sortir l'exposition et parcours de visite accessible quand vous êtes dans un musée. 2017, le cinéma et l'accessibilité aussi. Ils ont été précurseurs aussi sur les guides d'accessibilité. Je crois qu'il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont fait un travail remarquable. J'aime aussi beaucoup la Fondation Garches, parce que la Fondation Garches travaille avec des personnes handicapées, et vous avez beaucoup de dossiers qui sont réalisés par la Fondation Garches pour comprendre l'accessibilité. L'UNAPI a sorti un document qui s'appelle l'information pour tous et un logo pour les règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre. Donc souvent, alors l'Europe réalise souvent des documents faciles à lire et à comprendre, et c'est vrai que moi-même, je commence par les faciles à lire et à comprendre, et ensuite je vais vers le plus complexe. Voilà, donc c'est un document qui est très intéressant et qui permet de travailler pour tout le monde. Ensuite, en termes d'accessibilité, vous avez le projet, alors A11Y, ça veut dire accessibilité, parce que dans accessibilité, il y a 11 lettres. Donc on dit souvent A11Y pour accessibilité. Et le projet A11Y, c'est un projet qui pour moi est un projet de référence pour s'approprier les normes accessibilité, et surtout parce qu'en fait, quand vous allez chercher un code, vous allez avoir tout de suite le bon code HTML pour pouvoir coder votre site. Donc quand vous êtes concepteur, vous pouvez tout de suite chercher par exemple le code pour un formulaire, le code pour un tableau, et c'est très très bien fait. Alors ensuite, vous avez toutes les notices Access Web de la société Atalant qui sont aussi qui vous permettent de vous approprier le PDF. Néanmoins, j'ai retenu la norme que tu as citée pour le PDF, et je pense que j'irai voir aussi. Vous avez les normes OPQUAS et l'accessibilité. Donc là, c'est un peu plus large, c'est-à-dire que vous avez des normes accessibilité, mais en fait, elles intègrent également des normes sur la qualité des sites. Par contre, elles ont un intérêt, c'est qu'elles sont gratuites et qu'elles vous permettent d'explorer en fait votre site. Ensuite, en ce qui concerne le DIR, les réseaux fédératifs sur le handicap, donc je cite l'IFRH et l'IFRAT sur les aides techniques pour les personnes handicapées. La Maison des sciences sociales du handicap, qui rassemble aussi des documents et des conférences. Et puis au niveau international, mondial plutôt, on a l'initiative globale sur l'inclusive ICT qui sort énormément de documents et qui va organiser une conférence en 2019 sur le sommet mondial Enable. Donc je pense que ça sera intéressant à Washington DC. Ensuite, vous avez le réseau international Disability Alliance qui également propose des documents. Et en Europe, l'European Disability Forum.
qui est très actif aussi pour les personnes handicapées. Ensuite, en France, vous avez l'Observatoire de la conception universelle. Donc, et puis le rapport de Claire-Lise Campon qui a un peu secoué les cocotiers pour permettre de rendre accessibles les établissements pour le public. Et donc, on a lancé tout ce qui est l'adaptation des bâtiments. Voilà. Donc, je regarde souvent le côté adaptation parce qu'en fait, ils ont des méthodologies qui sont un peu différentes et qui nous permettent aussi, nous, de nous reporter sur l'accessibilité. Les conférences, vous avez la conférence qui est annuelle de BrailleNet qui a lieu à la Cité des Sciences. Donc, tous les actes sont en libre, gratuit sur Internet. Et puis, vous avez la conférence Paris Web qui a lieu tous les ans, qui est plutôt une conférence d'informaticiens, de techniciens sur les critères d'accessibilité, mais pas que. Et puis, maintenant, on va regarder un petit peu quelles sont les belles pratiques et les usages, les bons usages en termes d'accessibilité. Donc, la première bonne pratique, je pense que c'est le site handicap.gouv, parce que c'est un site de référence, et la ministre, le secrétaire d'État, Sophie Cluzel, qui nous fait beaucoup de documents. Donc, je cite les principales instances de la politique de l'accessibilité en France. Donc, le comité interministériel du handicap, qui a mis dans ses priorités, sa 5e priorité, l'accessibilité numérique. Vous avez tous les ans, depuis 3 ans, je crois, une conférence nationale du handicap qui a été mise en place suite à la loi 2005. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui comprend au moins une centaine d'associations. Et je sais que j'avais travaillé avec les étudiants pour voir si les associations étaient bien chaussées en termes d'accessibilité, et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est assez intéressant d'aller sur la centaine de sites et voir un petit peu comment ils utilisent les critères d'accessibilité. Voilà. Et la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, la CNSA aussi. Et puis, je vous ai également mis tous les liens en lien avec la cohésion, avec le ministère de la cohésion des territoires, qui en fait concerne l'accessibilité des bâtiments. Donc les organismes qui collectent les fonds pour l'accessibilité, la GFIP et la FIP et la CNSA, le portail des MDPH qui sont également actifs sur l'accessibilité. Et donc ici, sur le ministère de la Transition écologie et solidaire, c'est eux qui sont référents sur l'accessibilité numérique et vous avez tous les documents. Ensuite, vous pouvez regarder aussi, j'ai mis la vidéo de la société Atalan qui fait les... Donc elle a une toute petite vidéo très courte qui est intéressante sur l'accessibilité numérique. Le plan national du numérique, donc là c'est un énorme travail qui est mis en place et avec le rapport inclusion société numérique, donc on est vraiment dans une effervescence de l'inclusion et de l'accessibilité. D'un nouveau souffle en fait et d'une modernisation de l'ensemble des services publics pour qu'ils soient accessibles. Voilà. Alors les belles pratiques de recherche et action, je pense qu'on peut s'autociter, hein, le colloque, le projet Fracture numérique qui est un projet quand même sur 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, on travaille également avec Toulouse sur une méthode d'évaluation à l'accessibilité numérique. Donc, on peut citer le projet qui est financé par la mission interdisciplinaire du CNRS. Vous avez également d'autres modules sur les bonnes pratiques pour les documents numériques. Donc, je ne les ai pas trop explorés, mais je les ai trouvés aussi assez bien faites. Et les ressources et bonnes pratiques pour les sites web, donc avec des checklists qui sont assez faciles aussi à explorer. Voilà. Donc ensuite, en termes d'outils, la référence, c'est forcément la liste des outils qui sont proposés par le W3C que Mokhtar a cité tout à l'heure. Le Paciello Group qui est très actif aussi et le Web Design Group.
Alors, le W3C a proposé un outil qui est intéressant, qui s'appelle Before and After Démonstration. Donc, il vous présente un site web. On dit bad. Et en fait, il faut qu'il devienne good. Et donc, vous pouvez utiliser ce site pour faire des démonstrations et corriger le... En fait, c'est autocorrigé, donc c'est très agréable à utiliser. Je vous ai mis également toutes les ressources qui sont proposées, en particulier la ressource du Paciello Group, qui est le Color Contrast Analyzer, qui permet de regarder le contraste, qui n'est pas forcément d'ailleurs utilisé sur leur site, puisque ce sont des... Voilà. Donc ensuite, pour s'approprier l'accessibilité, vous pouvez faire une formation, donc une formation d'expert AccessiWeb. Donc c'est une formation qui dure à peu près 7 jours, qui coûte dans les 3 000, 3 500 €. Et ensuite, vous pouvez participer à un groupe qui s'appelle le groupe GTA, groupe de travail sur l'accessibilité, qui rassemble 500 personnes et qui vous permet de poser des questions sur l'ensemble des critères. D'autre part, le site AccessiWeb a un site de galerie, a une galerie de sites labellisés, donc on peut aller voir un petit peu. Et le dernier site qui a été labellisé, c'est le site de la Fédération des aveugles de France. Vous avez d'autres certifications qui sont proposées par un site de référence aussi qui c'est WebIM. Et vous avez également une certification qui est et aussi des exemples et des ressources qui sont proposées par DK University et qui sont extrêmement bien faites. Ensuite, vous avez un réseau de professionnels, l'International Association of Accessibility Professionnels. Donc, on fait partie du réseau et ils proposent également des ressources. Vous avez l'UXPA, c'est-à-dire le User Experience Professional Association. Donc, ce sont des ergonomes souvent qui vont travailler sur l'observation des usages. Et puis, vous avez un site de référence qui est le site de Donald Norman et qui a fondé l'Interaction Design Foundation qui vous permet de tester mener des tests de usability. Voilà. Ensuite, vous avez le site usability.gouv qui est un site génial. Voilà, pour moi, c'est le site vraiment le plus génial que j'aime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vous font des recommandations au regard des articles de chercheurs. C'est-à-dire, parce que les chercheurs ont trouvé tel résultat, à ce moment-là, on fait une recommandation. Et puis, vous avez, pour vous former aussi à l'accessibilité, des MOOC. Donc, le MOOC de la Portland Community College, qui est gratuit aussi. Et vous avez aussi le MOOC par rapport à WordPress, parce que vous savez que la plupart des sites sont faits avec le CMS, le Content Management System, qui s'appelle WordPress, et qui n'est pas forcément toujours accessible. L'INRIA aussi a mis un site accessibilité numérique qui tourne en ce moment sur FunMOOC. Et puis pour finir, vous avez les prix, le Design for All. Alors voilà, donc les bonnes pratiques. Vous avez beaucoup de prix aussi qui sont sur les cités, les villes accessibles. Donc la dernière ville accessible en 2019, c'est Breda aux Pays-Bas et à Lyon en 2018. Alors je n'ai pas exploré trop le sujet, mais j'ai mis en haut. En orange, j'avais écrit un article en 2015 qui recensait quelques avancées en accessibilité sur les récompenses et labels. Vous pouvez aller le regarder. Et en fait, c'est assez surprenant parce qu'il y a beaucoup de choses pour récompenser les bonnes pratiques. Voilà, ce qui permet de mettre en visibilité sur comment on fait certains pays ou certaines personnes, et donc ce qui permet aussi, nous, de nous améliorer. Voilà. Ensuite, en termes d'association, vous avez l'APF, l'Association des paralysés de France, qui a un site, un réseau assez actif sur tout ce qui est numérique.
Et de même, l'association Valentin Aoui qui travaille sur l'accessibilité numérique et qui propose pas mal de documents pour l'accessibilité Internet. Voilà, il y a eu aussi, on peut ne pas l'oublier, sur une pétition qui a été signée seulement par 1750 signataires, ce qui n'est pas assez, pour avoir un web plus accessible. Et ensuite, vous avez aussi, c'est intéressant d'aller sur les vidéos. Donc là, le W3C, là, toutes les images que je vous ai mises, c'est le W3C qui nous a mis en ligne des vidéos pour nous permettre de mieux nous approprier les problèmes des personnes handicapées. Je vous ai rappelé aussi les vidéos de l'Université de Nice qui nous servent souvent de documents pour l'introduction. Et puis, toutes les vidéos de Web AIMEM, World Enable, NV Access, et j'ai mis également les vidéos de handicap CNRS, puisque le CNRS a une politique aussi pour embaucher des personnes handicapées. Voilà, donc un certain dynamisme. Je retrouve les logos que Nathalie, tu as posés en introduction, des couleurs, voilà, une meilleure inclusion de l'ensemble des personnes. Il va falloir conclure, Nicole. Voilà, donc je conclus. Donc les logos, l'accessibilité, c'est pour tout le monde. Et donc les stratégies 2017-2023, elles sont présentes donc dans la stratégie du Conseil de l'Europe en 2017-2023. Et plus simple la vie, 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Et donc là, vous avez 3 pages sur l'accessibilité numérique. Voilà, donc en référence la documentation française qui nous propose plus de 200 documents sur le handicap. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une obligation légale aujourd'hui de concevoir des interfaces, des produits et des services accessibles, donc de nouvelles pressions autour de l'accessibilité. Aujourd'hui, on reste quand même très en lien avec la conformité. On cherche simplement, c'est le principal moteur, mon site est-il conforme, au détriment d'une approche centrée utilisateur qui néanmoins progresse avec les personnes handicapées. L'usage des normes reste, à mon sens, réservé aux spécialistes parce que l'usage des normes, ça reste quand même du HTML, du code derrière. Et l'appropriation reste assez faible, si ce n'est par une meilleure connaissance à partir des documents que je vous ai cités sur les besoins de ces personnes. Et au niveau de l'inclusion, on parle d'une société inclusive. Il faut faire quand même attention parce que si on ne réussit pas cette accessibilité, on va limiter l'accès de plus en plus nombreux aux services publics et on risque d'accroître l'isolement social des personnes. Voilà. C'est tout. Des remarques. Eh oui. Ça fait beaucoup de choses, quand même, beaucoup de ressources. C'est compliqué aussi, c'est un monde complexe. Oui. Qui produit énormément de choses, d'aides, de guides, et finalement, c'est cette profusion oui. crée de la complexité et ne facilite pas forcément non plus le choix pour... c'est vraiment énorme. C'est presque contre-productif d'une certaine façon. Exactement. Est-ce que ça pourrait pas l'être, tout au moins? Alors, oui, voilà, oui. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je pense que c'est un point de vue mondial, en fait, et donc, du coup, tout le monde s'y est mis. Donc, on ne peut pas nuire, on ne peut pas ne pas dire que, voilà, donc il faut le faire. En fait, pour moi, c'est un changement de point de vue de la conception d'une société. Aujourd'hui, je me dis, mais comment a-t-on pu faire pour concevoir des choses aussi inaccessibles? Rien qu'en termes de bâtiments, etc. Comment se fait-il que nos architectes construisent des choses Parce que dans les années 80, je me souviens, on appelait les ergonomes dans les écoles d'architecture.
pour que justement on puisse conseiller par rapport à l'usage. Et puis ça s'est perdu en fait. Donc ça revient en fait, ça revient. Et au niveau de l'Internet, eh ben, c'est pareil. On avait dans nos bureaux des personnes aveugles qui étaient avec un terminal et qui étaient à l'aise, très à l'aise avec l'informatique. Et en fait, aujourd'hui, elles sont extrêmement bloquées par tout ce qui est multimédia, toutes ces fenêtres surgissantes et tout, et elles perdent le fil aussi. Donc en fait, on doit revenir à la simplicité. Oui. Ce n'est pas un combat gagné. Merci Nicole pour cet énorme ensemble de ressources. Plusieurs que je ne connaissais pas, surtout les françaises. Moi, j'ai 2 questions très concrètes. Donc sur le groupe de travail accessibilité d'AccessiWeb dont tu as parlé, est-ce que c'est ouvert ou c'est obligatoire d'avoir suivi la formation pour l'intégrer? Parce que de ces conférences, je sais, comme tu as dit, que les conférences, elles sont payantes aussi, comme la formation est assez chère. Donc, je me demandais si l'intégration du groupe de travail est ouverte ou comment ça se passe. Et ma deuxième question concernait les labels que tu as montrés et ceux qui étaient placés au milieu, donc les labels de l'administration publique. Oui. Est-ce qu'il y a un organisme chargé de les donner, évaluer les sites et donner les labels, ou est-ce que c'est quelque chose comme pour la W3C, est-ce que c'est quelque chose de fait par les propres développeurs? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Et alors oui, alors les 2 questions sont intéressantes. Donc la première question sur AccessiWeb, c'est assez fermé en fait. Donc on doit suivre la formation et ensuite on fait partie du groupe de travail. Et d'autre part, ce groupe de travail se réunit tous les ans et organise une conférence et vous devez aller à l'un ou à l'autre. Sinon, vous perdez en fait le titre d'expert, de membre. Voilà, donc c'est assez fermé et effectivement c'est payant, donc il faut y aller. Mais en même temps, comme les normes évoluent très vite, il faut suivre et donc ça permet, parce qu'en fait les sociétés, il y a 500 sociétés qui sont affiliées, 500 personnes, pas forcément sociétés, 500 personnes qui sont affiliées, et donc voilà. Donc il faut, oui, c'est un peu compliqué. Et je sais que j'ai travaillé sur un projet, le projet bibliothèque numérique pour le handicap. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est utiliser les outils pour vérifier si le site était accessible. Il n'était pas accessible. Et donc, j'ai demandé au chef de projet pourquoi. Et il m'a dit qu'en fait, il ne savait pas, mais qu'il avait fait confiance au concepteur. Et qu'en fait, il pensait que le concepteur était capable de construire un site accessible. Et ce n'est pas forcément le cas. Et donc, je lui ai demandé pourquoi il ne mettait pas le logo. Voilà. Et il m'a dit que, en fait, si on veut faire un rapport d'accessibilité, c'était 3 000 €. Et donc, c'était pour lui un frein à l'accessibilité. C'est intéressant comme point de vue parce que ça veut dire qu'il faut qu'on conçoive accessible très en amont, en fait. Il faut avoir de bonnes pratiques très en amont. Ça veut dire qu'il faut former nos informaticiens très en amont à cette... voilà. Et ce que je recherche, c'est ça. C'est pour ça que j'ai cité le projet AI Project. En fait, vous avez des projets... De toute façon, le W3C est en train de mettre en place ça aussi. C'est de mettre le code correct, le bon code. Parce que souvent, quand vous cherchez du code sur Internet, vous tapez et puis vous récupérez du vieux code, du code qui n'est plus accessible, qui n'est pas accessible. Donc, les pratiques changent. Et donc, il nous faut, c'est vrai, des sites de référence pour pouvoir concevoir accessible. La deuxième question sur le RGAA, je pense que vous pouvez mettre le logo gratuitement si vous avez utilisé le RGAA et vous pouvez aussi faire appel à des spécialistes. Les spécialistes sont toujours payants. Et je pense que c'est quand même un très bon business
parce que j'ai vu beaucoup de sociétés qui avaient de très bons sites de formation sur l'accessibilité qui n'ont plus mis en libre leur formation et qui ensuite sont passées en consulting. Voilà. Et donc, d'autre part, construire accessible d'emblée, c'est pas forcément quelque chose. Beaucoup de gens disent « Ah, est-ce que tu peux me rendre mon site accessible ?» Mais tout de suite. Mais ce n'est pas possible. Je sais que la société Lafarge a mis presque 4 ans pour obtenir tout son intranet accessible. Parce qu'il a fallu prendre partie par partie. Et la première partie, quand on construit accessible, c'est déjà la charte graphique. Parce que la charte graphique, vous avez vu qu'il y a le contraste des couleurs. Et ça, c'est déjà, il faut le négocier avec le designer de la société. Et souvent, ça va remettre en question beaucoup de choses. Donc, on commence déjà par la charte. Et puis ensuite, on va faire de brique en brique pour construire accessible. Donc, c'est un processus qui peut s'étaler sur 1 ou 2 années, des fois 3, en fonction de ce qu'on a. En tout cas, quand vous devez rendre accessible des vidéos, alors vous pouvez aller regarder les vidéos de W3C. Ils ont fait une très belle accessibilité de leurs vidéos, une façon de rendre accessibles les vidéos. Elles sont très bien. Mais déjà, quand vous avez, mettons, 15 vidéos sur votre site, et que vos vidéos doivent être accessibles, ça veut dire qu'il faut les transcrire. Et donc là, il faut des moyens, etc. Les images, c'est pareil. Quand vous êtes un monument historique et que vous devez transcrire tous vos tableaux ou votre musée, c'est tout un travail. Donc il faut prendre conscience que l'accessibilité, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient de suite, c'est quelque chose qui va s'acquérir dans le temps. Mais par contre, il faut être tout de suite bien formé. Voilà. Donc je pense que ne pas trop se disperser entre le RGAA, le AccessiWeb, etc. Personnellement, je ne suis que le WCAG parce qu'ils sont en avance et ils ont fait énormément de progrès en fait. Voilà. Alors une toute petite question. Toute petite. Moi, je vous remercie pour vos présentations. Je découvre un monde, ce n'est pas du tout le monde auquel j'appartiens, et je me rends compte de l'écart de ces deux mondes. Moi, je représente les usagers, les professionnels et les associations qui travaillent au quotidien et qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap mental et psychique. C'est rassurant parce qu'on voit que ça travaille, ça réfléchit, vous donnez. Alors, donc ça fait chaud au cœur. Et en même temps, on est très très loin de tout ça. Et on a même presque le sentiment d'être oublié. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ce travail-là, il n'est pas connu, il n'est pas tout simplement facile on n'a pas d'informations là-dessus, donc on a l'impression d'être oublié. C'est la première chose. Donc le trait d'union, la passerelle, n'existe pas, en tout cas nous on ne connaît pas. Et puis ensuite, on a l'impression que vous allez très très vite, et nous on va très lentement. Ah, c'est beau ça. Voilà, donc aller très très vite et développer tout un tas de schémas ou de concepts, c'est super, mais pas trop vite. Merci. Merci Nicole, merci pour les questions. Alors on va écouter